Et comme nous le disions tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir au bout de Skype Maître Guy Sagala. Bonjour Maître. Oui, bonjour madame, merci pour votre invitation. Alors, parlant de l'extradition de François Gassana, la Norvège l'a extradé ce vendredi. Il est suspecté aujourd'hui d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis. Et nous savons que ce n'est pas la première fois. En tant que juriste, dites-nous comment estimez-vous la coopération, je dirais, des pays étrangers dans la poursuite des présumés génocidaires? Écoutez, c'est une réponse que je dirais mitigée, parce que d'une part, il faut se réjouir donc des résultats obtenus. Il y a une trentaine de personnes suspectées de génocide qui étaient envoyées vers le Rwanda pour y être jugées. Ouais. Dans le cadre soit de l'extradition, soit de la déportation. La Norvège, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, c'est la deuxième fois à mon sens. Il y a une autre personne qui a été jugée directement en Norvège. Donc je pense que c'est une chose dont il faut se réjouir, parce que quand on voit l'action des pays comme la Norvège, comme les États-Unis, comme les Pays-Bas, comme le Canada, le Danemark, il faut du bon travail pour essayer d'extrader ou de déporter ces personnes vers le Rwanda. Il y a d'autres pays qui préfèrent les juger sur place, notamment la Belgique, la France, la Suède, le Pays-Bas et autres. Et donc, c'est une chose dont il faut se réjouir. Mais, de l'autre côté, si on compare avec le nombre de personnes qui sont recherchées, vous savez que les autorités rwandaises ont émis plus de 1100 mandats d'arrêt internationaux. Et donc, si on compare avec le nombre de personnes qui sont recherchées, plus de 1000 personnes, et seulement 61 personnes qui ont soit été extradées ou déportées vers le Rwanda ou qui étaient jugées sur place, on considère que le chiffre d'une soixantaine de personnes est comme une goutte à la mer. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une réponse mitigée. Il faut d'un côté se réjouir des résultats obtenus, mais son nombre par rapport aux personnes qui sont recherchées nous démontre qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Et voilà, c'est encourageant, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, Maître, vous menez, je dirais, un noble combat dans la culture, je dirais, contre la culture de l'impunité, surtout en rapport avec le génocide perpétré contre les Tutsis. Où en êtes-vous, je dirais, avec ce combat, surtout en France, où vous exercez comme avocat? Vous savez, en France, il y a eu un avant et un après. Vous savez que depuis 2 ans, la justice française fait un effort remarquable pour mettre fin effectivement à l'impunité dans son pays qui sévissait depuis 1994. Vous savez que les premières plaintes en France ont été déposées depuis 1995. Donc il a fallu attendre plus de 30 ans pour avoir les premières personnes jugées. Il y a plusieurs années pour voir les premières personnes jugées jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 8 personnes qui ont été jugées. Mais sur les 8 personnes, il y a 3 seulement dont les jugements sont définitifs, à savoir l'ex-capitaine Pascal Simbikangwa et les 2 ex-bourgmestres de Kabarondo, Tite Barahira et Octavien Genzi, qui étaient condamnés définitivement. Et il faut aussi se réjouir du fait que dans ces dossiers, les parties civiles qui ont demandé les dommages et intérêts les ont obtenus. Donc ces dossiers sont définitifs. Mais sur les 8 personnes qui ont été jugées, il y a 5 autres qui attendent le jugement définitif. Et ces personnes-là, leurs dossiers sont à des degrés divers. Il y a notamment celui de Philippe Ategekimana alias Bigouma, qui est sur le point d'être clôturé, puisque nous attendons seulement, sur le plan pénal, nous attendons seulement la décision de la Cour de cassation. Donc, il y a un avant et un après, il y a un effort qui est remarquable, dont il faut se réjouir. Mais voilà, nous venons de loin, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais ça va quand même mieux aujourd'hui. Alors, je dirais, peut-on espérer des procès organisés dans des jours proches? Oui, il y a des dossiers qui vont venir. Il y a, comme vous le savez, une trentaine de dossiers qui sont dans les instances de la justice, mais à des degrés plus ou moins divers. Mais vous me posez la question de savoir s'il y a des procès qui vont venir. Oui, il y a dans 5 semaines, nous aurons un procès, c'est-à-dire à mi-septembre, nous aurons le procès en appel de Sostène Munyemana, qui a fait appel de la condamnation qui lui a été infligée la dernière fois, qui est de 24 ans de réclusion criminelle. Donc son dossier sera jugé en appel de mi-septembre à mi-octobre. Et puis l'année prochaine, nous aurons également, il me semble que c'est en février de l'année prochaine, il y aura également le procès en appel de Claude Mohaimana, qui lui aussi a fait appel de 14 années de réclusion criminelle dont il a été condamné. Enfin, au mois de juin de l'année prochaine, il y aura également
le dossier en appel du docteur Eugène Rwamukyo, qui lui aussi a été condamné à 27 ans de réclusion criminelle et qui a fait appel. À côté de ces dossiers qui sont arrivés au bout de la chaîne, qui sont arrivés au bout du jugement, il y a d'autres dossiers aussi qui avancent à des vitesses plus ou moins longues ou qui ont été réveillés et dont on entendra certainement des nouvelles dans les jours à venir, notamment le dossier de Itayezu Marcel, ou d'Agathe Kanziga, ou alors celui de Safari Majaliwa. Donc c'est des dossiers aussi qui avancent, dont il devrait y avoir dans les jours à venir des actes ou des nouvelles. Alors, le Rwanda et vous en particulier comme avocat des parties civiles dans les affaires liées au génocide, vous faites face, je dirais, au négationnisme. Comment ça se présente aujourd'hui? Alors, le négationnisme, je peux dire que bon, depuis quelques années, vous savez, il y a eu en France, au fur et à mesure que la justice avance en matière de génocide commis contre les Tutsis, il devient de plus en plus difficile pour les négationnistes d'avoir accès aux médias et de pouvoir profiter de l'ignorance du peuple, de l'ignorance des médias pour se livrer au négationnisme. Donc je pense qu'il y a mieux, puisque le génocide est plus ou moins compris aujourd'hui au fur et à mesure que la justice avance. Et donc je peux dire qu'il y a mieux depuis, mais évidemment, il n'est pas éradiqué pour autant, d'autant plus qu'il y a eu l'année dernière la condamnation de Charles Onana. Ça a permis de calmer un tout petit peu les négationnistes. Donc aujourd'hui, ce que je remarque en tout cas moi, c'est qu'ils réfléchissent davantage, ils réfléchissent avant de livrer ou avant de se livrer au négationnisme qu'ils ne faisaient avant. Mais malheureusement, depuis la reprise de la guerre dans l'est du Congo, les négationnistes essaient de profiter de ce fait, de ces circonstances malheureuses pour recycler les théories de double génocide ou les théories de relativisation du génocide commis contre les Tutsis en profitant de ce qui se passe dans l'est du Congo. Et donc c'est aussi un résultat mitigé, je dirais. Il y a et mieux, mais il faut toujours rester vigilant, et puisque les négationnistes malheureusement ne sont pas éradiqués. Alors, pour terminer, Maître, peut-on, je dirais, espérer une diminution des cas de négationnisme ou, comme vous venez de l'évoquer, il y a une autre forme, je dirais, de négationnisme? Est-elle diversifiée? Oui, et la tendance est effectivement à changer de forme. Vous savez, le négationnisme pur et dur n'est plus possible. Parce qu'à l'époque, les gens profitaient de l'ignorance des gens. Mais aujourd'hui, c'est devenu très difficile, du moins dans les médias mainstream, de pouvoir dire simplement contester que le génocide n'a pas eu lieu. Le génocide commis contre les Tutsis aujourd'hui est une réalité judiciaire dans presque tous les pays européens, tous les pays occidentaux. Donc il n'est plus entendable aujourd'hui de se livrer au négationnisme pur et dur de l'époque. Mais il y a de nouvelles formes qui arrivent, notamment pour la relativisation, notamment pour les théories du double génocide, notamment les théories qui visent à assimiler ce qui se passe dans l'Est, ou alors faire parler de ce qui se passe dans l'Est du Congo pour se livrer au négationnisme. Donc ce sont des formes variées aujourd'hui, diverses, qui viennent nier le génocide, mais le négationnisme pur et dur de l'époque, aujourd'hui, il est de plus en plus rare. Merci en tout cas, Maître Yissagala. Je rappelle que vous êtes à Paris. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir. Au revoir.